Jeudi 29 octobre 2009, l'Institut des droits de l'homme des avocats européens a réuni à la Maison du barreau de Paris historiens, universitaires et avocats autour du thème « Droit, justice et histoire ». Parmi les questions importantes qui ont occupé le débat, celle de la place de l'histoire dans la jurisprudence nationale et européenne. Jean-François Floss, professeur à l'Université de Paris II Panthéon-Assas, nous répond sur l'interaction entre l'histoire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'histoire joue un rôle général dans la jurisprudence de la Cour européenne, à savoir que la Cour européenne est amenée à prendre en considération les faits historiques, les événements historiques, les contextes historiques, non pas spécialement dans tel contentieux et spécialement à propos de tel pays, mais bien évidemment, il y a des contentieux où le poids de l'histoire, où la présence de l'histoire est plus marquée que dans d'autres. Il y a également des pays qui sont peut-être plus concernés, à raison précisément de leur histoire, par, je dirais, des faits historiques qui peuvent interférer avec les affaires qui sont soumises à la Cour européenne. L'histoire intervient à quel moment, dans quel contexte, de quelle manière? Eh bien, l'histoire peut d'abord, la Cour peut d'abord être confrontée à l'histoire, en ce sens que la Cour est amenée à établir des faits historiques, à apprécier des faits historiques. Et à ce moment-là, la question est de savoir si elle apprécie ces faits à la lumière, je dirais, des circonstances d'aujourd'hui, ou si elle apprécie ces faits à la lumière des circonstances de l'époque. C'est une question, je dirais, pas trop bien résolue, semble-t-il, par la jurisprudence de la Cour. La Cour, plus largement, prend en considération le poids de l'histoire lorsqu'il s'agit pour elle de se prononcer sur des restrictions apportées aux droits des individus, restrictions que les États justifient par le poids de l'histoire. Mais il faut bien voir que l'histoire peut également être prise en compte par la Cour, via les États sans doute, mais pour justifier le rétablissement de certains droits, la réhabilitation de certaines personnes qui avaient été condamnées injustement par le passé, ou pour restituer des propriétés qui avaient été expropriées irrégulièrement, notamment sans indemnisation, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50 tout particulièrement. Et donc, il faut bien voir que la prise en compte de l'histoire ne se fait pas nécessairement, sur une vision trop simpliste, au seul profit de l'État, mais peut également se faire au profit des individus, au profit des victimes, disons, des anciens régimes, ou des pères et des victimes de certains faits historiques. Et puis, la prise en compte de l'histoire est également faite, il ne faut pas se le cacher, au nom du changement de régime, pas simplement politique, mais également social et économique. C'est particulièrement visible dans le domaine du contentieux de la propriété, où le poids de l'histoire est un élément, je dirais, qui justifie certaines atteintes aux droits de propriété de certains, en vue de faciliter le passage d'un système de propriété collective étatisée à un système de propriété économie de marché. Je prends simplement un petit exemple. Lorsque vous avez un État où il y a des personnes qui, dans les années 50-60, ont acquis, sur le régime, disons, dit communiste, ont acquis des propriétés qui leur ont été cédées ou même qu'ils ont dû acheter. Ces personnes sont devenues propriétaires. Bien. Lorsque cet État a établi une législation de restitution, le problème, c'est bien entendu, qu'il a fixé des conditions de reprise de ces propriétés au profit des anciens propriétaires d'avant les années 60 ou 50. L'État a fixé des conditions de reprise, des conditions d'indemnisation. Mais généralement, pour toutes des raisons, ne serait-ce que pour des raisons financières, il a essayé de limiter le montant de l'indemnisation au profit des propriétaires, disons, actuels, et qui ont acquis des propriétés, je dirais de manière plus ou moins régulière ou de manière plus ou moins irrégulière, selon le cas, propriétés qui appartenaient à ce qu'à l'époque on considérait comme des ennemis du régime. Et donc, dans ce cas de figure, aujourd'hui, la Cour est amenée, lorsque le contentieux vient devant elle, à prendre en considération
le poids de l'histoire, c'est-à-dire accepter en définitive que l'État puisse indemniser moins ses propriétaires, tout simplement pour faciliter, je dirais, l'installation, la confortation définitive d'un régime libéral de propriété et aussi, attention, c'est très important, réparer certaines injustices du passé. La Cour européenne a quand même délivré un certain nombre de messages qui peuvent être considérés comme autant, je dirais, d'influence sur l'histoire en tant que telle. D'abord, elle a consacré la notion de vérité historique notoire à propos du génocide juif dans la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle vulgairement l'Holocauste. Elle a également plus récemment considéré que était une réalité historique clairement établie, notez la gradation quand même, réalité historique clairement établie pour ce qui est du régime répressif établi par les anciennes démocraties populaires dans différents secteurs. Mais bon, si l'on fait abstraction de ces deux hypothèses, la Cour n'a pas, je dirais, eu d'influence sur l'histoire en tant que telle, bon, et sur la conception que s'en font peut-être les historiens. Alors, par contre, elle a quand même essayé de cerner un peu le rôle de l'historien. Je ne vais pas dire qu'elle a établi une sorte de déontologie européenne de l'historien, mais malgré tout, on constate qu'elle a, dans différents contentieux, notamment concernant la France, considéré que l'historien devait disposer d'une très grande liberté dans sa recherche, dans les conclusions qu'il tirait, mais qu'il y avait un minimum de déontologie historique à charge de l'historien. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que la Cour européenne n'a pas avalisé l'option de la liberté absolue de l'historien. Elle lui a quand même imposé un certain nombre de règles, à tout le moins déontologiques, ce qui est assez intéressant. La Cour également a été amenée à imposer un certain nombre de devoirs à charge des États, cette fois-ci, plus directement. D'abord, devoir pour les États de visiter, de revisiter plus exactement leur propre histoire, de la revisiter, ou du moins de permettre que les historiens en particulier, et peut-être même le monde politique, et je dirais tout à chacun, puissent reprendre l'examen de faits historiques anciens qui étaient plus ou moins considérés dans le pays en question comme des vérités définitivement établies, comme quasiment, disons, des vérités taboues, c'est-à-dire qu'on ne devait pas remettre en cause. Si l'on devait conclure, l'on pourrait dire d'abord que la Cour européenne a essayé, elle y a réussi, à éliminer, au moins pour partie, l'histoire de son prétoire, puisque s'agissant des contentieux dits historiques, par exemple le contentieux des enfants de guerre en Norvège, ou par exemple le contentieux des Sudètes, enfin c'est-à-dire réparations réclamées par les Allemands expulsés des Sudètes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, pour ces contentieux dits historiques, la Cour a joué, si vous voulez, des règles de procédure, et tout à fait légitimement, pour ne pas entrer en matière sur ces contentieux historiques, qui évidemment l'auraient conduit très directement sur le terrain de la confrontation politique, etc. etc. Alors, pour le reste, il faut bien voir que la Cour, toute proportion gardée, est confrontée de plus en plus à des questions d'ordre historique, à des revendications d'ordre historique. Bien évidemment, souvent, elle se prononce quelques années après que ces questions aient été débattues au plan national, ce qui introduit, je dirais, période de latence supplémentaire dans l'appréciation des faits historiques. La Cour, je dirais, est pour partie
à la fois, la Cour, disons, prend en considération ces événements historiques parce qu'elle peut difficilement y faire autrement, mais elle se rend bien compte que le poids qu'elle accorde à l'histoire peut être quelque peu antinomique par rapport à sa fonction, qui est une fonction judiciaire. En effet, est-ce que la Cour est légitimée, et j'entends politiquement, ou légitimée tout court, à fixer par exemple la fin de la période de transition démocratique? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que plus largement, elle est légitimée à prendre parti au moins directement sur des questions historiques et à leur donner, je dirais, une certaine importance, soit en faveur du justiciable, soit en faveur de l'État? Donc là, il y a incontestablement un problème de légitimité de la Cour à s'occuper de questions historiques, à raison de sa fonction judiciaire. Est-ce qu'on ne sort pas de sa fonction judiciaire, pour le meilleur ou pour le pire? Et puis, plus prosaïquement, l'autre défi pour la Cour, c'est le défi de la compétence technique. Est-ce que la Cour, qui est peut-être expert, elle devrait l'être sans doute en droit, est-ce qu'elle est compétente en histoire? À supposer même qu'elle s'entoure de conseils éclairés, est-ce qu'elle a intérêt, du point de vue, je dirais, de sa fonction, à privilégier l'histoire dans sa jurisprudence? Et pour terminer, on peut simplement se reporter ou se référer au point de vue qui a été exprimé par l'un ou l'autre juge, je pense notamment au juge polonais récemment, qui faisait valoir que, en cette matière, c'est-à-dire la prise en compte de l'histoire, la Cour devait faire preuve de sagesse, c'est-à-dire d'autolimitation, ne pas s'aventurer, j'allais dire, trop facilement sur ce terrain, ne connaître de ces questions, ne débattre, ne juger de ces questions qu'en dernier ressort. L'histoire, oui, mais une sorte d'ultima ratio.